bonjour. Et merci de nous accueillir à Port-la-Forêt. Il fait beau. Alors ton bateau, on est juste devant les IMOCA, mais ton bateau il n'est pas là. Non. Il est où ton bateau? Il est chez Mer Agitée, Ouais. il est en train d'être bichonné. Mer Agitée, c'est l'écurie de course au large de Michel Desjoyaux. Voilà, qui nous accompagne depuis le début du projet. Ouais. Et donc dans, on va dire, 2 semaines, il sera remis à l'eau. Voilà. Ouais. Là, il est en train de se faire, comment dire, réparer. Ouais. Comme s'il passait chez le médecin, c'est ça? C'est un peu Exactement. ça? Ouais. Pendant 3 mois, il a quand même été vraiment sollicité. Ouais, hein. ouais. On a eu des tempêtes, Ouais. il a sauté des grosses vagues, il a affronté du gros temps. Et je l'ai plutôt ramené en bon état. Oui, c'est vrai. Déjà avec son mât, sa quille, ouais. ses safrans, etc. Mais bon, il a quand même été fatigué. Et puis on a beaucoup de choses à vérifier sur ces bateaux-là. C'est quand même des bateaux très compliqués. Ouais. Donc il faut réviser toutes les pièces. Donc il a fallu complètement le démonter, le remonter. Et puis il y a des petites choses à réparer par-ci par-là. Et là maintenant, je crois qu'il n'a jamais été aussi beau, aussi nickel. Aussi requinqué. Ah oui, il est impeccable. Comment tu vas depuis ce retour? Parce que ça fait quelques mois que tu es revenu avec une très jolie place, 9e place, on va en reparler. Mais comment toi tu vas? Comment tu t'as digéré tout ça? T'es redescendu? Comment ça se passe? Écoute, je crois que je suis redescendu. Ça a mis du temps. Tu crois? Ouais, je suis pas sûr, parce que de temps en temps, je repars un peu là-bas. Mais c'est vrai que pendant 3 mois, j'étais vraiment perché. Ouais. J'étais encore dans l'euphorie. J'oubliais que j'avais fait le Vendée Globe et tout d'un coup, tous les jours, je revoyais un petit truc, une photo ou un souvenir où quelqu'un me disait « Ah, belle course », etc. Et je me disais « Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait le Vendée Globe ». Et hop, je repartais là-bas dans une euphorie assez sympa. Et écoute, là, quand même, la réalité a pris le pas. a pris le pas. Il y a toute une équipe à gérer, Ouais. il y a des mécènes à faire naviguer, Ouais. il y a de l'histoire à raconter, il y a aussi la suite à dessiner. Et voilà, donc ça fait beaucoup de travail. Donc là, j'ai atterri là. T'as atterri? Ouais. Mais c'est pas un peu violent d'ailleurs? Parce que pendant plusieurs mois, t'es sur l'eau, tu vis seul. Même si tu as des contacts avec la terre, tu réfléchis seul, tu vis le moment présent, etc. Puis d'un coup, clac, t'arrives, il y a plein de monde. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que pendant 3 mois, pour aller jusqu'au bout de cette aventure complètement dingue, tu as un besoin énorme qui est de te centrer, d'être exactement à ce que tu fais. Parce que ce genre de bateau et ce genre d'aventure, ça ne permet pas de faire quelque chose et en même temps d'être ailleurs. Donc tu dois vraiment te débarrasser d'énormément de choses, des sollicitations extérieures, de cette pression quelque part que l'entourage te met, le regard des autres, etc. Tu te débarrasses de tout pour finalement être très sobre et être vraiment un marin sur son bateau qui essaie de le faire avancer du mieux possible. D'accord. Et quand tu rentres, eh bien, tout est fait pour que tu te décentres. C'est tout le contraire, ouais. Et donc, tu as envie de garder ça. Moi, j'ai vraiment envie de garder cette puissance. Parce que quand tu es centré, c'est extraordinaire. T'es avec les gens, quand tu discutes, tu es vraiment dans la discussion. T'es vraiment là, quoi. Quand tu es en train de parler, par exemple, sur un dossier technique, tu es vraiment là, tu n'es pas en train de penser à autre chose. Et le problème, c'est que tout de suite, tu as un téléphone portable qui sonne, tout de suite, tu as des mails qui arrivent. Et donc, tout est fait pour te décentrer. Et ça, c'est vrai que c'est assez violent. À gérer. Ça veut dire qu'avant le Vendée Globe, tu n'étais pas si centré que ça? Non. Non, j'essayais, hein, je travaillais beaucoup pour ça, mais c'est vrai que à terre, tu n'as pas le besoin, c'est pas nécessaire. Ouais. En mer, c'est absolument, pour moi, ça a été un travail qui était vraiment absolument nécessaire pour réussir. Alors, pas mal de skippers disent qu'ils n'ont pas beaucoup breaké, comme ils disent juste après le Vendée Globe. Certains ont même pris des décisions sur d'autres courses pendant la course du Vendée Globe pour éviter ce vide un peu après. Toi, c'est pareil? Tu as eu le temps de te poser un peu ou pas? Alors déjà, ce qui est clair, c'est que moi, la course, je voulais la savourer du début jusqu'à la fin. Et donc, il n'était pas question de penser à autre chose pendant que j'étais sur la course. Ça, c'est sûr. D'où le fait d'être centré et d'être toujours au moment où tu es. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai pas breaké hein, quasiment. J'ai pris 8 jours de congé depuis l'arrivée du Vendée Globe. Donc, c'est pas beaucoup.
Maintenant, il fallait relancer aussi la machine. On est des marins, mais on est aussi des chefs d'entreprise. Donc, on a des salariés, on a des équipes, on a des prestataires, on a l'URSSAF à payer, on a voilà, un chantier à mettre en place, on a des mécènes à aller voir. Enfin, il y a beaucoup de travail. Le break, non. Pas de break, non. Pas le temps. C'était nécessaire de prendre ces 8 jours, mais je les prendrai plus tard. Ouais. En fait, comme je voulais vraiment concentrer au maximum pour que cette aventure soit fabuleuse pour les mécènes, pour qu'on parte le message de Comme un seul homme le plus loin possible, c'est maintenant que je dois, après le Vendée Globe, que je dessine la suite. Ouais. Et ça prend énormément de temps parce que, quelque part, c'est assez dingue à dire, mais la simplicité, c'est de repartir sur un Vendée Globe. De dire, bah voilà, vous avez vu comme c'est beau ce qu'on a fait, ben on refait la même chose. En 2020. Voilà, et là tout le monde signe en disant, bah ouais, super. Ouais. Et en fait, moi, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Je veux réfléchir à quelque chose de nouveau, toujours sur l'aspect différence, et surtout repartir de ce que j'ai appris sur le Vendée Globe. Et j'ai appris tellement de choses. Quoi. Voilà. Et puis, à chaque fois, chaque aventure, pour moi, là, le Vendée Globe, c'était la 4e aventure. L'aventure suivante répond à la précédente. Oui, d'accord. Ça t'a changé, le Vendée Globe? Ouais. Il t'a changé. Est-ce qu'il t'a changé? Ouais, le Vendée Globe m'a vraiment changé à tel point que quand je regarde des photos, je sais, je me reconnais avant et après physiquement. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que physiquement, tu sais qu'il y a un avant et un après. Ah ouais, nettement sur mon visage, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a ton visage aujourd'hui? Mon visage a changé. Mon visage a changé. Il est comment? Il est plus vieux de 3 mois. Ouais, non, mais il est, je sais pas, il est peut-être plus coupé à la serpe, tu vois. Il est un peu plus serein, je sais pas. Oui, ce que je vois, ce que tu veux dire. Yann Eliès il a mûri en fait le visage, c'est assez étonnant. Ouais. Yann Eliès dit que de toute façon, quand on revient d'un Vendée Globe, on le voit sur notre tronche. Ouais. Il le dit. Et c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ton visage reflète aussi les galères que tu as vécues, les interrogations que tu as eues pendant ce Vendée Globe, des choses comme ça? Ouais, et puis aussi les bonheurs, quoi. Ouais, aussi les moments forts. C'est une aventure dans laquelle tu vas au bout de tout, quoi. Ouais. Donc forcément, t'es marqué. Tu sais, t'as vécu une initiation. D'accord. Ça a été une véritable initiation. Et là, un initié, c'est quelqu'un qui est passé par des étapes et qui revient changer et qui sait qui allait de l'autre côté du miroir. Et c'est vrai que moi, ça m'a changé. Et c'est vrai que je suis plus pareil. Ça veut dire que, est-ce que tu mets concrètement est-ce que tu fais des choses aujourd'hui que tu n'aurais pas fait avant le Vendée Globe? Est-ce que tu mets en pratique des choses que tu as appris sur le Vendée Globe à faire dans le quotidien? Oui, bien sûr. Comme quoi, par exemple? Tu as des exemples? Je me suis acheté une maison. Un truc que j'aurais jamais fait avant. C'est vrai? Ouais, je me suis acheté une maison. Alors c'est très bizarre, je sais pas comment. Ça me faisait très peur. Pourquoi avant t'achetais pas de maison et maintenant t'achètes une maison? Je sais pas, c'est très très étrange. J'avais des peurs, tu vois, de s'ancrer quelque part. Voilà, de me dire je vais être attaché, c'était des peurs, hein. Et en fait, je me suis dit attends non, t'as juste pas envie d'avoir peur, tente-le, c'est une aventure. Ouais. Et en fait, c'est peut-être quasiment une plus grosse aventure pour moi que faire le Vendée Globe. Faire le Vendée Globe. Ouais. Voilà, et c'est plein de petites choses, mais c'est vrai que j'ai moins peur. J'ai moins peur. C'est-à-dire que t'as toujours peur? Ah bien sûr. De toute façon, la peur, de toute façon, c'est pas finalement quelque chose de très désagréable. Hein. Ouais, c'est plutôt une amie. Ouais. Il faut juste l'apprivoiser. Tu l'as dit, j'ai profité du Vendée Globe quand j'ai arrêté d'avoir peur. C'est ce que tu as dit. Mais ce que j'ai dit, c'est pas la peur qui pose problème, c'est la peur d'avoir peur. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a souvent peur d'avoir peur, alors que finalement, quand le moment arrive où on doit avoir peur, on n'a pas peur, on agit. Tu as fait des chroniques pour La Croix, en date du 9 février. Tu dis la chose suivante: je n'ai qu'une envie, c'est d'amarrer le bateau au ponton, de relâcher la pression et de raconter cette aventure. Je crois que je pourrais parler des heures, voire des jours sans m'arrêter. C'est ce que tu as fait. C'est assez paradoxal pour un marin. Tu trouves pas? Je sais pas, je crois qu'il y a aussi de fabuleux conteurs chez les marins. Là, tout de suite, je pense à Roland Jourdain, par exemple, c'est vrai, Loïc Perron,
qui ont été des conteurs extraordinaires. Enfin, Ouais. moi, je les écoutais avec vraiment bonheur. Donc, je ne crois pas que tous les marins sont des taiseux. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne raconte pas. Ouais. La peur, c'est un tabou. Les doutes, c'est des tabous. Moi, j'ai eu la chance, c'était d'être poussé par des mécènes qui attendaient rien de moi, qui n'ont pas polissé mon message. Et justement, le cœur du message, les doutes, la peur, ça faisait partie même de l'aventure pour nous. C'était de raconter, quand tu fais quelque chose de différent, forcément, tu te fais mal, forcément, tu as peur, forcément, il y a des doutes extraordinaires, mais finalement, c'est ce qui grandit le bonheur à la fin et la fierté à la fin. Ouais. Donc voilà, moi, toute cette histoire-là, c'était pour raconter. Et c'est vrai que j'adore raconter. J'adore raconter des choses. Je passe ma vie, c'est de vivre des aventures et d'amener des gens à vivre ces aventures et surtout à se dire que la plus belle des aventures, c'est l'aventure de l'autre. Ouais. Et on voit chacun, on voit une société qui se recroqueville en disant il y a plein de dangers, etc. Et j'ai envie de dire, mais se recroqueviller, c'est la clé du malheur, en fait. C'est ça. Ouais. L'ouverture, c'est la clé du bonheur. Et pour ça, moi, j'aime donner des exemples. Et l'exemple, sans la parole après pour raconter, ça n'a pas de sens. Comme la parole sans le pragmatisme de l'exemple n'a pas de sens non plus. Il y a un truc qui est dingue qui est arrivé sur ce Vendée Globe-là, c'est qu'à Noël, tu te retrouves avec Alan. Enda est pas loin aussi. Ouais, mais Enda nous rejoint le 25. Enda vous rejoint le 25. Et il y a une image où, en fait, on te voit chanter Petit Papa Noël et il y a Alan qui est juste derrière avec son bateau. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes cadeaux. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas. Ton... Ça, c'est un truc de dingue, au milieu de nulle part. Ouais. Comment t'as vécu ça? Enfin, ça devait être dingue de vous retrouver. C'est un miracle. En fait, c'est un triple miracle. Faut savoir qu'on a dû ralentir pour faire passer une dépression. Vous étiez où à peu près à cet On était endroit-là? au large de la Tasmanie. Ouais. Et en fait, avec la zone des glaces et la Nouvelle-Zélande, c'est un couloir assez étroit finalement. Et il y avait une dépression qui est arrivée et qui est restée sur place et qui s'est creusée sur place. Et une dépression très méchante qui levait une mer énorme. Donc nous, il n'était pas question d'aller dans cette dépression-là. Donc il fallait freiner. On n'avait pas le choix. Et il se trouve que dans le premier miracle, la dépression, c'est très rare d'avoir cette dépression. Là-bas. Et c'est surtout très rare de devoir freiner en course. On n'a aucune envie de freiner en course, et encore moins dans le sud, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de partir. D'accord. Donc déjà, il fallait qu'on ralentisse, un premier miracle. Deuxièmement, il fallait qu'on soit à côté, quand même, après un demi-tour du monde, quoi. Ouais. Donc on était juste à côté. Et troisièmement, c'était Noël, quoi. Et tout ça mélangé, on s'est retrouvés, on s'est envoyé un mail, on s'est dit, tiens, comme on doit ralentir, on se retrouve. Et puis moi, j'ai donné, en fait, je lui ai dit ce que je pensais faire, c'est-à-dire ralentir pour la laisser passer, pas forcément courir au nord, etc. Et lui a regardé aussi, il a fait sa stratégie, il a dit, écoute, moi je crois que je vais faire la même chose que toi, attendre. Et finalement, tous les autres ont attendu. Il y avait aussi Cali, Fabrice, Rich, etc. On a tous attendu. Et c'est vrai que ça fait ce petit miracle-là, quoi. Elle est incroyable. Puis on a filmé ça parce qu'on voulait faire un petit clin d'œil aussi à nos proches, etc. Et puis c'est vrai que ça a marqué les gens. Mais on ne s'en rendait pas compte, nous, en tout cas, que les gens avaient regardé ça. Impressionnant. Ah ouais, les gens ont regardé. Est-ce que tu as barré les yeux fermés pendant ce Vendée Globe? Ouais, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Ouais. T'as barré avec les fesses, en fait. Ouais. Depuis le fait d'avoir barré les bateaux du défi intégration de Team Jolokia, donc avec notamment des barreurs aveugles, enfin, un barreur aveugle et un autre pas loin d'être aveugle. C'est vrai que ça m'a montré que tout était une question d'assiette, en fait, de sensation dans le corps, et que la vue n'était pas forcément un atout, mais plutôt un handicap pour bien barrer. La suite, c'est quoi?
Écoute, la suite, ça va être deux choses. Bah déjà, ça va être on va repartir sur une course populaire qui est la Route du Rhum. Ouais, l'année prochaine. Voilà, qui est une Ouais, jolie course ouais. aussi, complètement différente. Donc moi, je me remets en danger, j'expérimente quelque chose de nouveau. Moi, je suis un marin, je ne suis pas un régatier. Et la Route du Rhum, c'est purement une course de régatier. Exactement. Il faut aller très vite. Donc en fait, je vais devoir apprendre à aller vite et à progresser encore Et en être solo. tactique, Voilà, très tactique. Et c'est vraiment pas du tout ma zone de confort, quoi. Alors, c'est pour ça que tu fais la Route du Rhum, parce que tu sais que tu es novice là-dedans. Ouais, ouais. D'accord. Et que je risque de ramasser les bouées. Et donc je vais aller m'entraîner en Figaro. Et là, je vais encore plus ramasser les bouées. C'est du contact, ça. Ouais, c'est du contact. Et puis, j'ai vraiment pas le niveau de ça. Donc, l'idée, ça va être, encore une fois, de démontrer, faire le saut dans l'inconnu pour obtenir quelque chose que j'ai jamais eu. Hein. Toujours faire quelque chose que j'ai jamais fait pour obtenir quelque chose que j'ai jamais eu. Et on va travailler avec les mécènes Ouais. pour essayer de pointer quelque chose que j'ai vécu pendant le Vendée Globe, qui est l'état de grâce. J'ai vécu un véritable état de grâce. C'est-à-dire À partir du moment où je me suis libéré Oui. de tout le poids que j'avais sur les épaules, de mes crispations, j'ai commencé à accélérer et commencé à doubler un peu tout le monde. Et c'est vrai que plus j'accélérais, plus j'allais vite, plus je me sentais bien, quoi. Et, On l'a vu d'ailleurs sur les images. Il y a, ouais. il y a un passage où tu dis, bon, on sent que t'es, Ah ouais. tu lâches tout, quoi. Et le fameux. bateau volait, vraiment, littéralement. Je faisais des moyennes incroyables. On en a reparlé avec Rich. Rich Wilson, quand Ouais. je l'ai croisé, je l'ai doublé. Il m'a dit, mais ton bateau, il rebondissait de vague en vague. Et je lui ai dit, ouais, Rich, j'avais ralenti un peu pour faire des images avec toi. Il dit, oh non, ne me dis pas ça. Et c'est vrai que je m'étais libéré totalement. Et en fait, Cet je me état de pose la grâce, question, si les clés de Comme un seul homme, les clés que j'ai mis en place pour créer de la richesse avec une équipe diverse, en faisant des choses différentes, ne sont pas aussi les clés de l'état de grâce personnel et collectif. D'accord. Et j'aimerais creuser cette question-là. Et en même temps, avec les mécènes, on va se servir de la Route du Rhum et de toute la préparation de la Route du Rhum pour délivrer un outil efficace pour les entreprises, pour que tous les collaborateurs expérimentent la différence. Un D'accord. outil digital. Donc, toujours avec les 5 clés de Comme un seul homme: oser les différences, faire confiance, innover grâce à la contrainte, viser l'harmonie et ensuite exulter. Ah oui, donc c'est quand même très préparé tout ça. C'est-à-dire que tu te nourris de ce que tu as vécu pour préparer la suite. Et en fait, tu es très dans l'empathie. C'est-à-dire que tu as vécu des choses extraordinaires. Tu es allé au bout du bout, dépassement de soi, etc. Tu parles de l'état de grâce, mais tu dis, je vous le donne. Ça sert à rien de les garder pour soi. L'idée, c'est de... Je vous en fais profiter. Moi, j'ai décidé il y a longtemps, quand j'ai fait un tour du monde à la voile, Ouais. il y a 15 ans, un peu moins, de ne pas être un passager, de ne D'accord. pas juste être un consommateur, quoi. Et donc, j'ai envie de vivre des choses qui me passionnent. Je ne suis Ouais. pas du tout l'abbé Pierre. Je vis des choses extraordinaires, mais en même temps, j'ai envie de participer à l'aventure commune. Et je sais que ce que je vis, soit avec des équipes ou soit personnellement, Seul, les ouais, deux, ouais. ça peut inspirer des gens. Et ça peut, quelque part, améliorer le monde, un tout petit peu, quoi. Et je fais ma part. Est-ce que tu as eu quelqu'un qui est venu te voir en disant justement ce que vous avez dit pendant le Vendée Globe, ce que vous dites après le Vendée Globe, ce que vous avez fait sur le Vendée Globe, ça m'a procuré un déclic. J'en ai eu des centaines. Ah, c'est super beau. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages par mois, par semaine, tous les jours, sur LinkedIn, sur le Facebook, et dans la rue. Des gens qui disent qu'ils ont été touchés et que ça les a inspirés, que ça leur a envie de tenter quelque chose. Donc ça a marche. touché. Ouais, mais l'effet Vendée Globe a été extraordinaire. Ouais, c'est ça. Au-delà de toute espérance, quoi. C'est extraordinaire. Et Vendée Globe 2020, c'est fini? Non, ça ne sera pas en 2020, ça c'est sûr. J'ai adoré l'expérience Vendée Globe, je ne dis pas que j'y reviendrai pas, mais si j'y reviens, je pense que c'est pas dans la démarche Comme un seul homme. Ça sera peut-être dans une démarche personnelle, avec un sponsor. Je dis ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, moi je suis encore dans cette démarche de la différence. C'est ça ce qui m'anime, c'est la conviction de ma vie. Et que déjà, ça exige de tenter des choses différentes. Moi, ce que j'aime, c'est expérimenter. Ouais. Et le Vendée Globe, je l'ai déjà fait. Je sais ce que c'est. Alors, évidemment, je pourrais aller sur un bateau plus récent, tenter autre chose, mais quelque part, je connais les clés. Ouais.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à quelque chose qui est inconnu et de découvrir les clés et puis et justement aller à la recherche de cet état de grâce. Voilà, 2020, c'est sûr que non. Après, on verra. Peut-être que je m'ennuierai et je dirai j'ai envie de retourner sur le Vendée Globe. Je m'interdis rien du tout. Pour l'instant, la course au large, tu mets un peu de côté. Il y a la route du Rhum qui arrive et après, je pense verras. que malheureusement, je vais devoir vendre mon bateau et tenter de nouvelles aventures. Mais je pense que d'ici 2018, il y aura un nouveau chemin. Quoi. Voilà. Dernière question, est-ce que tu es heureux? Ouais, je suis très heureux. Ouais, je suis vraiment très heureux. Et sur tous les aspects. De temps en temps, je me prends un peu la tête parce que je veux faire avancer l'aventure et évidemment, tout se passe jamais comme on l'a prévu, comme je l'ai prévu. Donc voilà. Mais globalement, je suis super heureux. Il faut se rendre compte que j'ai réalisé ce que je trouvais le plus beau au monde. Il y avait un truc, c'était le truc le plus fou, le plus beau, qui était sur le chemin, et je l'ai réalisé. Quoi. Et c'est vrai que après, donc là c'est la 4e aventure, et après chaque aventure, je ressentais à chaque fois une petite déprime, en disant ça y est, je l'ai fait, etc. Et là je le ressens pas du tout. Ah oui. Parce que je pense que ça a été fait aussi beaucoup plus dans l'harmonie. Sur le Vendée Globe, moi, je me suis fait coacher par quelqu'un avec qui je travaille depuis 2011. Et cette aventure-là, je voulais la faire en me préservant physiquement, mais aussi en me préservant moralement. Tu t'es fait coacher psychiquement? Ouais, mentalement. Ouais. D'accord. Justement pour me préserver et surtout pour grandir avec cette aventure-là. Je voulais pas me punir de quelque chose ou avoir quelque chose à démontrer, enfin quelque chose de pas sain. Je voulais vraiment que ça soit dans un respect de moi-même. Et je m'aperçois maintenant des fruits de ce travail-là. Je suis pas... j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Et je l'ai accompli vraiment en me respectant, en me préservant. Et quand tu te dis à la fin, tu as fait une belle performance, tu t'es respecté, c'est un sentiment extraordinaire. Merci Eric. Merci beaucoup de m'avoir posé ces jolies questions. Merci. Éric Bellion, fromage ou dessert? Ça dépend de l'endroit où je suis. Ah oui? Quand je suis dans un très bon restaurant et que j'ai très bien mangé, et je tente le dessert parce que je me dis qu'il doit être fabuleux. Jusqu'au bout du bout. Terre ou mer? Mer. Mer. Plaisir ou galère? Plaisir. Compétiteur ou aventurier? Aventurier. Rich Wilson ou Lambert Wilson? Rich Wilson. Poteau noir ou pot-au-feu? Elle est compliquée, celle-là. Non, mais tu vois, je t'avais dit que c'était... Elle est compliquée. Un pot-au-feu, c'est vachement bon. D'un autre côté, c'est l'été qui arrive, c'est plus l'époque des pot-au-feu. Et le poteau noir... le poteau noir, c'est dur. C'est dur, le poteau noir. Mais d'un autre côté, c'est magnifique aussi, le poteau noir. Il n'y a rien de plus beau. Tu vois toujours un côté positif aux choses, en fait. Peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que le poteau noir, on rentre dans une arène, il y a des nuages incroyables, il y a des couleurs incroyables. Bon, après, il y a des moments sans vent où on est en train de se ronger les ongles. Mais allez, poteau noir. Ah ouais, t'as changé, hein. Ouais. Poteau noir. Comme un seul homme ou comme une équipe? Elle est fourbe, cette question. Non, parce que c'est comme un seul homme, c'est sûr. Parce que comme un seul homme, c'est l'équipe. Exactement, c'est exactement ça. Moi, j'adore cette expression. C'est un cri de ralliement quand on a envie de fermer le pan en disant comme un seul homme. Non, j'aime beaucoup ce nom. Winch ou Largo Winch? Allez, Largo Winch. J'aime bien Largo Winch, La BD est extraordinaire. Voile ou kitesurf? La question qui tue. La question qu'il faut jamais poser. C'est dur. C'est dur, là. Non, Tu peux pas choisir? Non, je peux pas. Tu m'enlèves le kitesurf, je suis extrêmement malheureux. Tu m'enlèves la voile, je suis extrêmement malheureux. Je peux pas choisir, les deux. Les deux, mon capitaine. La forêt fouennant ou le bois de la chaise? Je vais me faire des ennemis. Pardon. Écoute, non, je viens d'acheter une maison à la forêt fouennant, donc la forêt fouennant. Handicap ou avantage? C'est vrai que
Ah, là, tu m'amènes, c'est des questions philosophiques, là. Oui. C'est à nous de faire en sorte que le handicap soit un avantage, parce qu'on est tous handicapés de quelque chose. Ouais. Donc on est tous... faut pas nier que le handicap, c'est une difficulté, c'est dur. Et en même temps, il y a des gens fabuleux qui arrivent à en faire des avantages, et ça, c'est inspirant pour tout le monde. Donc, Mais on est tous handicapés de quelque chose. Donc handicap et avantage. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. C'est Ouais. comment on fait en sorte que le handicap devienne un avantage, quoi. Et dernière question, la bise ou la poignée de main? Ah, la bise, la bise. J'ai travaillé longtemps dans le Var, Ouais. à l'Institut océanographique Paul Ricard sur l'île des Ambiers. Et le Var, c'est le pays où les hommes s'embrassent. Ouais. Et c'est vrai que j'ai ramené ça un peu du Var. Les gens que j'aime bien, les hommes que j'aime bien, c'est vrai que j'ai envie de les embrasser. Voilà. On se fait la bise? Ah, carrément. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci.